no pain, no gain, Ouais, etc. Non, no pain, happiness, c'est tout. Ouais. Tu souffres pas, t'es content. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter avec ça. Simplement prendre conscience de sa violence en fait. Mais surtout derrière la question de la violence se pose naturellement la question, parce qu'en fait la violence ça peut être, c'est un acte quoi, c'est un comportement souvent, c'est comme ça qu'on du moins on le perçoit, mais c'est sous-tendu par des émotions. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que la boxe est un sport violent? Donc, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que toi, tu peux nous donner une définition, une explication de ce que c'est la violence? Ouais, ça on en avait pas mal parlé d'ailleurs, on en a pas mal discuté avec Chérif là, sur les réseaux et c'est plus globalement un sujet qui se pose. Hein. Moi, je vais pas avoir vraiment de réponse et une définition précise. Je pense que déjà la violence c'est une question de représentation. Chacun va avoir une représentation et une perception différente de la violence. Et puis il peut y avoir, donc pour moi je définis d'abord la violence physique, d'accord. Et puis il peut y avoir aussi une violence plus symbolique. La violence symbolique, voilà, là on a passé les fêtes de Noël, il pleut des cordes dehors, et un mec il fait presque 0 degré et qui est tout seul dans la rue. Ça, pour moi, ça c'est violent. Et est-ce que ça, au final, c'est pas plus violent que des mecs qui se tapent sur un ring? C'est vrai que la première chose à laquelle on pense quand on dit violence, c'est de mecs qui se tapent. Ouais. Il y a pas mal de sociologues qui ont travaillé justement sur cette violence symbolique et je pense que c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'ils disent. Et souvent, mais justement, d'ailleurs, on le voit même sur des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques, qui ont été maltraitées et autres. Des fois, ça laisse plus de traces que d'autres formes de violence, quoi. Donc, je pense que c'est important de distinguer ces différents types de violences. Ça, pour moi, c'est vachement important, quoi. Et puis, concernant la boxe, moi, je vois pas vraiment à proprement parler de violence parce que, en fait, c'est deux personnes qui sont OK, d'accord, qui se sont entraînés chacun de leur côté et surtout, en fait, qui s'expriment avec des règles et dans un cadre socialement accepté. Et socialement acceptable, en fait, tout simplement. Et puis, aujourd'hui, on parle énormément de violence, mais il y a encore quelques siècles, on vivait dans une société bien plus violente qu'aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est une question de représentation, c'est une question d'époque, une question de perception. Donc, pour moi, derrière la notion de violence, il y a énormément de subjectivité, quoi. Pour moi, tout bêtement, le matin, quand mon réveil sonne, et que je me lève, je me fais violence. J'ai aussi, pour moi, cette notion de la violence qui va être un peu positive, dans le sens où ça va être l'action d'aller contre, je sais pas, peut-être une position de confort ou de passivité, mais c'est voilà, l'effet d'être aussi en action, de bouger. Mais c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais la violence, c'est difficile de la définir sur un seul aspect. Ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est super compliqué, tu peux pas vraiment la définir, il n'y a pas de vérité absolue sur la question de la violence. Et c'est pour ça que c'est important de tenir compte de l'autre, tenir compte de sa sensibilité, de sa perception, de sa représentation du monde, quoi. Et pour moi, en tout cas, c'est un peu comme ça là, que je la définirais, il y a une violence symbolique, il y a aussi une violence psychologique, et puis bien évidemment une violence physique, quoi. Et tout peut être réuni en même temps, puis des fois il peut y avoir que la violence physique, des fois que la violence symbolique, etc. Mais je pense que peut-être qu'on peut essayer de définir la question de la violence au regard des conséquences que ça a sur les individus. Et comment la boxe, justement, permet de travailler autour de cette violence? Moi, je suis parti du principe que, déjà, intrinsèquement parlant, je pense que l'être humain a une part de violence en lui. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec ce postulat. En tout cas, moi je pense qu'on a tous une part de violence en nous. La dernière fois, j'ai un pote qui a des jumelles et je regardais, elles sont même pas 1 an, et je voyais l'une d'elles qui voulait prendre la teutette ou le gâteau, je sais plus, de l'autre qui lui arrachait comme ça, mais je me dis, mais en fait, elle n'a pas appris ça, en fait, comment ça se fait qu'elle le fasse spontanément, etc. Donc effectivement, moi je pense qu'on a tous, c'est inhérent à l'humanité pour moi, je pense, la violence. Et nier sa violence, tu sais, c'est un peu comme c'est ceux qui veulent dire, non mais moi je suis gentil, tout ça, des bisounours, tu vois. Et en fait,
c'est quoi la conséquence de ce monde des bisounours? C'est qu'en fait, là, justement, on va reproduire une violence, mais qui, le cas échéant, peut être symbolique, mais qui va avoir des conséquences bien plus importantes. Et donc, déjà, dans un premier temps, c'est reconnaître sa part de violence qui peut s'exprimer de différentes manières. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le premier point. Et ce que peut apporter la boxe, tout simplement de la confronter. Ouais. Tout simplement prendre conscience de sa violence, en fait. Mais surtout, derrière la question de la violence se pose naturellement la question, parce qu'en fait, la violence, ça peut être, c'est un acte, quoi. C'est un comportement, souvent, c'est comme ça qu'on, du moins, on le perçoit, mais c'est sous-tendu par des émotions. On peut être violent parce qu'on a peur, on peut être violent parce qu'on est triste, on peut être violent parce qu'on est en colère. Et donc, cette question de l'émotion, c'est aussi là-dessus que je travaille sur mes recherches, puisque, voilà, en gros, il n'y a pas de comportement sans émotion. Ouais. Même si là, je vais prendre ma tasse de café ou mon téléphone portable, c'est sous-tendu par les émotions. Ouais. Donc, c'est notre quotidien. Même si on ne les perçoit pas, même si on a du mal à les évaluer, on est sans cesse traversé par des émotions et c'est ça qui génère un comportement. Et donc, moi, je pense qu'il est important d'aborder la question de la violence par le prisme, bien évidemment, des pensées, du fonctionnement cognitif, mais surtout au niveau émotionnel. Et souvent, les gens disent je suis stressé, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de frapper, etc. Ouais. Les gens, ils n'ont pas forcément accès à leur état émotionnel. Ils vont parler de stress, ils vont parler d'anxiété, enfin, une espèce de un truc un peu fourre-tout. Et ils ne savent pas pourquoi ils ont besoin de frapper. Ils savent pas pourquoi ils ont de la nervosité, ils ont de la tension en eux. Et ils se disent, peut-être que frapper dans un sac, peut-être que ça va potentiellement me faire du bien, quoi. Donc, moi, je pense qu'effectivement, chacun vient avec son sac à dos, chacun vient avec son histoire. Et aujourd'hui, on a une démocratisation de la boxe. Ça, c'est ça qui est vachement intéressant. Nous, à l'époque, on commençait là où on a fait de la boxe, c'était réservé aux mecs des baffes, en quelque sorte. Aujourd'hui, maintenant, il y a une espèce d'inversion sociologique de la boxe, c'est-à-dire. Et tu as même la possibilité de la pratiquer différemment. Exactement. De faire. Enfin, du coup, c'est pas une pratique complète à mon sens, mais de faire que du sac. Et il y a beaucoup de gens qui, justement, sont effrayés par cette violence, qui sont attirés par elle et par la boxe et qui vont avoir envie d'aller frapper dans un sac. Mais face à quelqu'un, c'est pas possible. Ouais, exactement. Mais ça peut être une première étape. Souvent, c'est une première étape. Souvent, même là, avec les élèves qu'on a, on en a beaucoup qui ont commencé la boxe. Alors, en dehors de la question Enfin, il y a toujours cette question de la violence, mais d'abord, c'était pour avoir une meilleure forme physique, mais toujours l'effet aussi de... C'est comme ce sport, je ne l'ai pas choisi par hasard. Je vais pouvoir aussi lâcher quelque chose, me déstresser, enlever mes tensions parce que j'ai beaucoup de nervosité en moi, ça va me défouler, se défouler beaucoup. Et c'est vrai qu'après, quand les gens ont mis un pied dedans, 2 pieds, et après se pose la question de l'opposition face à quelqu'un. Maintenant que je sais que je peux taper dans un sac, je sais que j'ai les armes pour attaquer, des fois pour défendre, qu'est-ce que ça peut donner face à quelqu'un? Et ça, pour moi, ça c'est la vraie boxe. C'est-à-dire que frapper dans un sac, c'est bien, mais ça fait un peu hamster dans la roue, quoi. Tu vois, j'en ai marre d'être dans ma cage, je tourne dans ma roue, tu vois ce que je veux dire? J'ai plein de sérotonine, plein d'endorphines, tu vois, et puis je m'endors, mais le lendemain, je suis dans la même cage. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a que la dimension physiologique. Mais le fait justement de se confronter, de s'opposer à quelqu'un de manière ludique, avec des règles, à la touche, donc avec un certain nombre, avec un certain cadre, ça permet de gérer sa propre puissance, de gérer sa technique, de mettre en place une stratégie. Et en fait, on se rend compte que la boxe, c'est pas du tout mettre des coups et c'est pas du tout primaire. Et d'ailleurs, je dis à tous les internautes qui vous suivent, c'est moi ce que je démontre avec mon travail de recherche. C'est-à-dire que faire de la boxe, ça fait appel à des processus cognitifs de haut niveau. C'est pas du tout des gestes primaires comme ça, ouais. Il le voit très vite. Oui, sur une première séance, nous, on le voit, celui qui arrive et qui n'a jamais boxé, à qui on va juste donner les premières indications pour délivrer, ne serait-ce qu'indirect, le coup de base, on va lui parler de ses appuis, de ses hanches, la position des mains, des coudes, des épaules. Déjà, juste prendre conscience de lui. Il y en a, ils confondent leur gauche et leur droite. Il y en a, ils vont ne plus savoir ce qui est devant, ce qui est derrière. Parce que, effectivement, on se rend compte que, en fait, il ne s'agit pas juste de porter un coup le plus fort possible de manière primaire ou instinctive. Non, en fait, c'est très cérébral. Et il y en a, ils sont plus fatigués par le nombre de choses auxquelles j'ai à penser. C'est ça. Que l'effort physique. Il y a tellement de variables à gérer, comme tu disais, il y a les appuis,
il y a les points, la garde, le déplacement, la bonne technique, etc. Donc, pour le cerveau, c'est plein d'informations à gérer. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de processus cognitif de haut niveau, vraiment, et qui nécessite un apprentissage, qui nécessite de la répétition. De la répétition. Donc ça c'est une première chose à dire, c'est que la boxe, c'est pas du tout un sport de brute, bien au contraire, c'est vraiment si on pouvait faire une IRM à tous les boxeurs en action, on verrait que leur activité cérébrale est assez impressionnante, quoi. Après, c'est pas du tout un sport de brute, mais quand même, à haut niveau, le but du jeu est quand même d'essayer d'envoyer l'autre au tapis le plus rapidement possible, et du coup en lui faisant des dégâts assez considérables aussi. Il y a pour moi deux mondes, il y a celui du haut niveau ou du professionnel, et puis il y a la boxe loisir. Après, voilà, la majorité des gens aujourd'hui qui font de la boxe, ils le font à loisir, et arriver à un certain niveau. Je pense qu'effectivement là, il y a des leviers motivationnels qui sont autres, et qui peuvent être difficilement compréhensibles pour le mec lambda qui comprend pas pourquoi on a besoin de se frapper dessus, de se faire violence, etc. Je me souviendrai toujours de ce combat-là, c'était à Pouchet, et la fameuse salle Pouchet, tu sais, celle où il fait super froid là. Et t'as l'impression que c'est un combat clandestin. Moins que Japi quand même, tu vois. Ouais. Et quelques minutes avant de monter sur le ring, il me dit ça va Flo? Il dit ouais, ça va super. J'étais tendu grave. Tendu, mais on aurait pu se casser les mains sur mes trapèzes tellement j'étais tendu. Je fais le combat et je contre un très très bon adversaire. Et je fais un beau combat, mais je perds le combat par décision. Puis en descendant du ring, il me dit bah écoute, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Même s'il était très bon et qu'il a plus d'expérience que toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit mais en fait, quand t'es tendu, quand t'as peur, faut que tu me le dises, parce que je vais adapter ensuite la stratégie derrière. Et en fait, ce jour-là, il m'a fait le plus beau cadeau qui soit, c'est qu'il a déculpabilisé la dimension émotionnelle. Et là, ça a pris tout son sens au regard de ce que j'ai étudié, notamment en psychologie et en neurosciences, sur la place des émotions sur les individus et leur comportement. Et je me suis dit, ah ouais. Et donc après, j'ai appris à dire, ah ouais, là, j'ai trop peur. Là, laisse tomber, je me chie dessus de ouf. Et, ou au contraire, même aussi, assumer, dire, putain, là, je suis motivé grave. Parce que tu sais, des fois, en France, on a une espèce de truc un peu, tu sais, on n'ose pas dire nivellement par le bas quand on est chaud, on n'ose pas trop le dire, tu vois. Et donc, j'ai appris, voilà, à exprimer ce que je ressens avant de monter sur le ring. Et puis de ce fait, bah, j'avais mon entraîneur qui pouvait adopter ensuite pour t'en servir, tu vois, le game plan en fonction de mon état émotionnel et bien évidemment de mon état physiologique. Donc je dirais que voilà, ce que ça m'a appris, c'est ça. Ça m'a appris aussi l'humilité. Parce que quand tu montes sur un ring, en tout cas d'après mon expérience à moi, quand tu montes sur un ring pour un combat, il en faut de la violence. C'est pas que de la technique, c'est pas que du physique, c'est pas que du cardio. Et il faut que la violence s'exprime. Et il me semble que c'est à travers des émotions aussi qu'on va pouvoir l'engager vraiment. Parce que moi, ça m'est arrivé, et je crois plusieurs fois, de me retrouver face à des filles et de me dire, bon, bah, je vais boxer. Mais de me dire, mais je la connais pas, elle a l'air sympa, j'ai pas envie de lui casser la gueule. Et de pas trouver la ressource, de pas réussir à ce moment-là, quand le combat commence, à aller chercher justement l'état émotionnel nécessaire à faire sortir cette violence et qui aurait pu me permettre de gagner, en tout cas d'avoir la détermination un petit peu plus nécessaire, quoi. Ouais, c'est vrai que tu soulèves un point qui est important, c'est qu'est-ce qui fait que des fois on est face à l'autre et on doit se frapper dessus, on se dit mais attends, mais même ça pourrait être mon pote, lui, je pourrais aller rester avec lui, il a l'air cool et tout, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est là où justement on fait appel à des leviers psychologiques, des leviers motivationnels qui sont autres que simplement la boxe ou autre. On va vraiment chercher quelque chose qui est propre à chacun en fait. Moi à la base, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait en boxe, je l'ai fait en me laissant comme si j'étais sur un tapis roulant. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Chaque fois que j'étais dans le vestiaire, pourquoi en amateur, en professionnel, premier combat, dernier combat, il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit je sais pourquoi je fais ça limite ouais j'ai envie de le faire. Non, j'avais juste envie de passer ce combat comme une étape. La seule chose que je savais, c'est que ça allait m'apporter quelque chose. Et la seule chose aussi que je savais, c'est que j'avais autant peur qu'envie de le faire. Tu vois. Mais la question du pourquoi,
celle que tu avais pointée, je trouvais ça vraiment lourd de sens, et je pense que je t'en avais parlé aussi, et j'en parle souvent à mes élèves, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui t'amène à prendre ce risque. Prendre le risque de perdre, de te faire aussi un peu, de te faire humilier clairement, de te mettre à nu. À nu au sens propre comme au sens symbolique, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens, c'est que c'est une espèce de, tu vois, de mini-film dramatique, tu vois, avec deux combattants qui rentrent et il y en a un à un moment donné, soit qui finit par terre, soit ça finit avec un gagnant et un perdant. Des fois il y a des matchs nuls, mais c'est un petit peu plus rare. Il y a une très belle chanson d'Oxmo Puccino qui s'appelle L'un de nous deux, et qui parle de ça. Et je pense qu'il le met, c'est magnifique la manière dont il parle de la boxe. Et ouais, identifier son pourquoi. Je pense que ça, c'est quelque chose de central. Souvent, en fait, quand on parle du pourquoi, on parle des valeurs. La psychologie sociale parle beaucoup de ça. Ils ont étudié les valeurs, comment les valeurs, en fait, sont associées à un état émotionnel et vont générer un comportement chez les individus. Et donc, souvent, ces valeurs, elles sont souvent inconscientes, on n'y a pas toujours accès. Et pouvoir les faire remonter au conscient, entre guillemets, y avoir plus consciemment accès à son pourquoi, donc à ses valeurs, je pense que c'est un super levier motivationnel. Si tu arrives à les identifier, c'est cool. Des fois, si tu les identifies pas, c'est pas grave. Tant que justement elles activent cette motivation, cet état émotionnel, franchement, c'est cool, quoi. C'est vraiment l'idéal. Et donc la violence, si elle est générée par des émotions, est-ce que c'est forcément de la colère? C'est de la colère qui doit nous traverser pour qu'on puisse exprimer, libérer une violence? Moi, en tout cas, je pense que pour un boxeur qui monte sur le ring, il n'a pas trop intérêt à être en colère. Ouais. et ce que je disais, c'est que c'est vraiment, en fait, tout comportement est associé à un état émotionnel. Et donc, un comportement violent, effectivement, peut être associé à un état émotionnel. Mais moi, je ne pense pas que ce soit systématiquement associé à de la colère. Ça, c'est un préjugé, en fait. Oui. C'est un peu grossier. C'est un peu grossier parce que, voilà, on pense que, naturellement, pour frapper, c'est forcément parce qu'on est en colère. Non, on peut frapper parce qu'on a peur. On peut frapper parce qu'on est triste. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'on observe, en fait, la plupart du temps, dans beaucoup de travaux, il y a je donne les références quand même, parce que c'est important de dire que je ne raconte pas que ma vie. Donc, il y a Robert Plutchik, qui a travaillé sur ce qu'on appelle la coexistence émotionnelle. En fait, dans la plupart du temps, on ne ressent pas une émotion, on en ressent plusieurs. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué, tu vois, que c'est plus complexe que ça, quoi. C'est cette coexistence émotionnelle qui fait que je peux avoir peur et en même temps être en colère. Ou au contraire, je peux avoir peur de monter sur et en même temps être content, parce que j'ai envie d'y aller, quoi. Et donc, c'est cette coexistence émotionnelle qu'il faut essayer de gérer, d'appréhender et de mettre au service de ta performance si tu montes sur un ring, mais aussi au service de ta séance. Parce que, ce qu'on disait la plupart du temps, là on a un peu dérivé sur les boxeurs sur un ring, mais les 3/4 des gens qui font de la boxe, c'est des gens qui sont en loisir. Ouais. Et je pense que des fois, ils sont un peu fatigués, ils ont pas passé une bonne journée, et puis quand ils viennent s'entraîner chez vous, ils ont un peu d'appréhension de se dire « Ah, j'espère que je vais bien faire quelque chose ». Chez quelqu'un, ça m'a marqué la fois, vous aviez mis dans votre story, vous aviez une des personnes que vous coachiez, et du shérif, ou toi, tu dis « Alors, t'es pas contente ?» Elle dit « Non, je suis pas contente de ma séance, etc. » Elle n'était pas pleinement satisfaite parce que je pense qu'elle s'était mis à un niveau d'exigence peut-être un petit peu élevé, et elle n'avait pas réussi à pleinement s'exprimer, donc elle ressentait un peu de frustration, etc. Mais ouais, je pense même qu'à l'entraînement, en fait, pareil, on traverse plein d'émotions, quoi. Et d'ailleurs, en fait, il s'agit de les maîtriser, je pense, parce que très souvent, quand on arrive ou quand un élève, n'importe qui arrive en colère, finalement, ça l'aide pas beaucoup. Non. Ça va vraiment pas l'aider. Au contraire. Ouais. Non, ça va. C'est là qu'on va faire la merde. Ouais, c'est ça. Par contre, prendre conscience de sa colère, ça c'est une première chose. De pouvoir le verbaliser, pouvoir nommer cette colère, pouvoir même, pourquoi pas, nommer les ressentis physiques qui sont associés, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que vous proposez avec Osfo, c'est que tu en parlais tout à l'heure, le rapport au corps. Souvent, la plupart du temps, nous, on est des héritiers de Descartes en France, je pense, donc je suis. Alors qu'au contraire, moi c'est à l'opposé, c'est que il y a une relation entre le corps et l'esprit. Je sens, donc je suis. Ouais, je vois ça. J'incarne, donc je suis, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que cette dimension physique, avoir accès à ces ressentis physiques, à mon dos, ma poitrine, mes bras, mes mains, les sensations, qu'est-ce que ça fait quand je frappe, etc. Déjà, je rentre, j'accède à mes émotions, mais pas par c'est un peu con ce que je vais dire, mais par le cerveau, même si j'aime pas parler aussi simplement, mais par le corps. Je vais avoir une clé d'entrée qui est celle du corps. Et c'est ça qui est vachement important. Et pour répondre à ça, moi je pense qu'effectivement, la colère là, elle peut être contre-productive. Même si
il est important de la nommer pour pouvoir la réguler, pour pouvoir la gérer. Quoi. Pareil, tu as peur, si tu as peur, parce que tiens, j'ai fait pas mal de techniques, je suis un peu plus en forme, et là maintenant, Shérif et Sev, ils me mettent face à un adversaire où je vais faire ma première confrontation, qu'est-ce que ça va être? Et j'ai tout autant peur d'en mettre que d'en prendre, quoi. Même si je sais que c'est de la touche. Ouais. Tu vois. Donc là, le processus de régulation émotionnelle, il est vachement important aussi. Et ce qui est intéressant avec la boxe et avec Osphose et la manière dont vous accompagnez vos élèves, c'est que bien évidemment tout ça est très implicite, mais c'est là. Il y en a qui viennent à la boxe pour régler des choses qui les concernent, ou en tout cas pour avoir un espace où voilà, ils vont pouvoir au moins ranger ça dans des cases. Et moi, c'est vrai que pour parler de moi, quand j'ai commencé la boxe, j'étais à un âge où je me construisais en tant qu'homme, j'ai 17 ans. Je suis un ado, je suis en train de me chercher. Est-ce que je suis costaud? Est-ce que je suis solide? Est-ce que je suis capable de me confronter? Et en fait, la seule chose dont j'étais sûr, c'est que j'avais peur. J'avais peur de me battre, j'avais peur de prendre des coups, j'avais peur de ne pas tenir l'effort, j'avais peur d'être moins bon que les autres, j'avais peur. Et en fait, c'est ce qui m'a tenu. Et pourquoi j'ai continué plus que les autres? Souvent, on pensait que j'ai continué parce que j'étais plus fort ou j'avais plus. Non, c'est juste que moi, j'avais pas réglé ce truc-là en fait. J'avais toujours peur. Donc, j'ai fait un combat. Je me suis dit, ouais, mais j'ai encore peur. J'ai fait deuxième, troisième, quatrième. Et à chaque fois, je me dis, ouais, mais tant que j'ai encore peur, je vais pas m'arrêter. Je suis passé pro, je me suis pas senti légitime à passer pro. Et je continuais dans le vestiaire, tu venais me voir. S'il y a un trou, on me dit, ouais, tiens, passe par là et on arrête. J'aurais eu envie d'y aller. Je l'aurais pas fait. Mais j'avais besoin à chaque fois de me confronter à cette peur-là. Et maintenant, avec du recul, maintenant que je boxe plus, je suis content de l'avoir fait, en me disant, voilà, en fait, tu as eu le courage de te confronter à ta peur, en fait, à cette émotion-là. Mais tu vois, tu parlais du pourquoi tout à l'heure, je pense que là, tu es déjà en train de verbaliser en quelque sorte ton pourquoi. Et effectivement, la boxe, ça te confronte à ton ombre, en fait. Ouais. Tu vois, toi, toutes ces peurs-là qu'on met comme ça sous le tapis, et pas forcément que en montant sur un ring, mais même en s'entraînant. Ouais. Chacun va confronter son ombre à différents niveaux, quoi, tu vois. Et donc, là, en fait, tu es face à quelque chose. Ouais, tu peux pas tricher, t'es à nu, et donc tout ce que tu as gentiment mis sous le tapis ces derniers temps, là en fait tu vas t'y confronter et te mettre en mouvement, ça va activer un état émotionnel. Et tout simplement, il y a une relation d'intimité qui se crée, et vous emmenez par le départ, j'aime pas trop le mot dépassement, par l'effort, en tout cas, aller confronter une part de soi qu'on a tendance à quelque peu mettre de côté parce que socialement non acceptable, ou parce que justement, il vaut mieux regarder la lumière, mais aller regarder son ombre. C'est cool, hein. Et puis en plus, c'est une lumière plus authentique qui jaillit, c'est pas une lumière qui brûle les yeux, tu vois. Il y a un truc plus sain, quoi. Une espèce quand je parlais de coexistence émotionnelle, tu vois, ombre et lumière, le truc, ça coexiste naturellement. Et je pense que ça peut être effectivement l'intérêt de la boxe. Même si là, je mets des grands mots dessus, etc. Mais en tout cas, c'est fait de manière très implicite et c'est tout l'intérêt, à mon avis, de cette pratique. Je pense qu'il y en a qui évoluent grâce à la rencontre. Seb, elle a des élèves qui vont progresser au max parce qu'ils ont eu cette rencontre avec elle. Comme moi, j'ai des élèves, c'est parce qu'on s'est rencontrés qu'ils ont envie de se dépasser. Il y a aussi cette notion de partage. Tu me transmets, je prends et moi aussi je vais te transmettre en me donnant un fond, etc. Et c'est vrai que ça c'est un... Et même c'est super important de mettre en place un espace effectivement sécurisant, bienveillant, où tu te sens bien, parce que et je pense qu'avec la boxe il y a quelque chose, effectivement il y a une expression de la violence qui fait du bien. Pourquoi ça fait du bien, j'en sais rien, je ne saurais pas l'expliquer, mais il se trouve que ça fait du bien de la libérer en tout cas. Mais en même temps, ça fait peur. Moi, j'ai eu plein de fois, j'imagine toi aussi, des élèves qui arrivent dans la salle, ou là où je suis, et qui me disent oui, moi je veux faire de la boxe, mais par contre, je veux pas mettre de coups parce que j'ai pas envie de faire mal, et je veux pas en prendre parce que j'ai peur d'avoir mal. Et donc spontanément, t'as envie de répondre, mais en fait, change de sport. Mais en fait, il faut trouver le moyen de cette personne-là, de faire en sorte qu'elle puisse, parce qu'elle a été attirée par la boxe. Elle veut pas mettre de coups, elle veut pas en prendre, mais il y a quelque chose qui l'a emmenée vers un ring. Donc il va falloir trouver la solution pour qu'elle puisse exprimer cette violence sans qu'elle ait peur de se faire casser la gueule ou de blesser quelqu'un. C'est comme si la violence, on la voit au sens légal peut-être. Ouais. On se dit le fait que la violence sorte de moi, les conséquences dont on parlait tout à l'heure, les conséquences que je vais avoir vont forcément être négatives. Ouais.
tu vois. Mm. Parce que être violent, c'est peut-être insulter, frapper, faire du mal, nuire. Et donc non, c'est pas bon. Même dans un sac, il y a même des élèves, et peut-être que toi, tu trouves ça sur tes séances, le fait de frapper dans les pattes d'ours, ils osent par exemple, c'est comme s'ils te frappaient toi. Ouais, je pense qu'il y a, pour rebondir sur ce que tu disais, sur juste cette dimension un peu collective, même si c'est un sport individuel, il y a cette notion de collectif qui est à mon avis centrale en boxe. Il y a l'entraîneur, moi je sais que je me souviens, comme je le disais, Bob, voilà, qui a été celui qui m'a amené voilà, pendant la majorité de mes combats, mais j'ai appris la boxe avec une femme quand j'étais plus jeune, qui était psychologue, et qui était championne de France technique, etc. Donc voilà, pareil aussi, j'ai encore des contacts avec elle, c'est une amie aujourd'hui. Et donc c'est la rencontre, ça c'est vraiment un truc qui est à mon avis, je pense dans tous les sports, mais j'ai l'impression que c'est un peu exacerbé dans la boxe. Il y a cette question de la rencontre qui est vachement importante, et puis bien évidemment les potes avec qui je vais m'entraîner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a une intentionnalité. Alors pareil, c'est encore là-dessus que je travaille justement sur mes recherches, la question de l'intention et du but. Du fait qu'en fait, je peux chercher à frapper pour t'exploser, mais je peux chercher juste à te toucher, main ouverte. Et là, l'intention va être complètement différente. Pour un seul et même geste, il peut y avoir deux intentions différentes. Et c'est ce qui compte, ouais. Exactement. Tu vois, je peux travailler vraiment en puissance, je peux travailler en vitesse, je peux travailler en technique. Voilà, je peux avoir comme ça un panel d'intentions, je peux travailler plutôt en déplacement, etc. Et la question de l'intentionnalité, elle est centrale. Et c'est vraiment pour ça, vraiment, que je le répète, c'est des processus de haut niveau auxquels on fait appel quand on fait de la boxe. Et qui sont vachement intéressants et qu'on peut derrière transposer à la thérapie, bien évidemment. Ça, c'est un point qui est... Et puis, ce que tu disais, Seth, sur justement là, les gens qui ne veulent pas prendre de coups, qui ne veulent pas en mettre. En tout cas, il faut entendre leur injonction paradoxale. C'est pas une injonction paradoxale, mais un petit peu, quoi. En tout cas, c'est paradoxal. Je veux faire de la boxe, mais en même temps, je veux faire ça. Dis-moi que je t'aime, mais je veux que ça vienne de toi. Fais-moi un cadeau, mais je veux que ce soit une surprise. Voilà, tu vois, ça ressemble un peu à ça. Mais tu mets en lumière, là, vraiment, je pense que tu réponds à une bonne partie de la question. Sur la boxe, est-ce que c'est un sport violent? Sur l'intention. Parce que les gens ne voient pas les intentions. C'est-à-dire qu'ils voient deux gens qui se tapent, tu vas assister à un sparring, deux camarades d'entraînement, et il y en a un qui prépare l'autre pour son combat, il va le frapper, mais pleine puissance, il va pas le lâcher, il va le pousser jusqu'à ses retranchements, pas pour lui nuire, mais pour qu'il soit prêt. Et c'est pareil, même un combat de deux adversaires, ils se détestent pas, il n'y a pas cette notion de colère, il y a pas... Alors oui, on va chercher une motivation peut-être, on va dire allez, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Oui, mais elle ne vient pas de l'adversaire en question. Non, on est obligé de la faire émerger de nous, parce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est important ce que tu soulignes, c'est que c'est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. C'est pas du tout l'autre qui est le réceptacle, etc. Non, c'est juste une motivation intrinsèque en fait. Et voilà, j'ai besoin de ça. Pour moi, il y a une composante de la colère sur laquelle je bosse actuellement qui est l'agressivité. Et pour moi, l'agressivité, ça fait partie de la colère. Et elle est même inhérente aux interactions. Des fois, il faut un peu d'agressivité. Bien évidemment, adaptée, etc. Mais même dans les interactions qu'on peut avoir. Des fois, il faut que je sois un peu plus agressif pour que l'autre comprenne ou entende mon point de vue, tout simplement. Et donc, avoir accès à cette agressivité, cette capacité d'approcher, de bloquer, d'éviter, d'esquiver, etc. Donc, notamment par l'approche, l'agressivité, le cas échéant, je pense que c'est vachement important. C'est vachement important, et puis on n'en est que plus apaisé, tu vois. On n'en est que plus conscient, et plus, si tu es plus conscient de ce que tu ressens, naturellement tu seras de manière symbolique moins violent, quoi, tu vois, tout simplement. Ou moins agressif, en tout cas tu vas mieux le réguler puisque tu en auras plus conscience. D'ailleurs, tu le vois, la plupart des boxeurs ils savent gérer leur agressivité, et quand tu parles avec eux, la plupart ils sont pistes. Est-ce que tu penses que tu pourrais expliquer pourquoi, quand je frappe, que ce soit un sac ou quelqu'un, même si j'ai pas envie de lui faire mal spécialement, le fait de frapper, de mettre un coup, ça me fait du bien physiquement? Ah ouais, ça c'est un vaste sujet. Je pense qu'il y a déjà une dimension physiologique, tout simplement. Quand je fournis un effort physique, au bout d'un certain temps, je vais libérer des hormones, etc. Ça, c'est inhérent à la pratique sportive et qui est vraiment accéléré avec la boxe parce que, au niveau cardio, on monte très vite. Bon, après, je veux pas dire de bêtises parce qu'il y a des coachs qui doivent avoir des masters en physio, machin, donc je vais pas commencer à parler d'hormones, tout ça, parce que je vais dire des conneries, même si j'ai 2-3 bases là-dessus.
Donc pour moi, il y a une dimension physiologique, hormonale, ça c'est chimique, quoi. Donc ça c'est indéniable. Ensuite, il y a un deuxième point qui est la question, je reviens sur cette question de l'intention. Ouais. Et donc une intention avec une attention qui va être portée soit sur moi, soit sur la cible. Et donc, si mon intention c'est de décharger la tension que j'ai dans le dos, très rapidement, le coup, donc l'extension, le simple fait de me mettre en mouvement, ça va étirer mes muscles, je vais oxygéner mon métabolisme, et puis la vibration, ça va me détendre, etc. Donc l'intention et l'attention centrée sur mon corps peut m'aider ça peut faire du bien en fait, tout simplement. Moi, les gens, quand je les mets en mouvement, sur notamment les premières séances où l'idée c'est qu'ils accèdent un peu à leur corps, certains premiers qui me disent mais c'est marrant, ça me détend. Pourtant moi, ils sont même pas en aérobie avec moi, hein. Et c'est juste des mouvements sensorimoteurs. Le simple fait de se mettre en mouvement, etc. Ils disent ah ouais, putain, je me rendais pas compte que j'avais si mal, tu sais, un peu comme quand tu te fais masser, tu vas chez le masseur et tu te dis mais je savais pas que j'avais une tension ici qui me faisait aussi mal, tu vois. Donc ça c'est avoir une attention centrée sur le soi. Et puis ensuite, tu peux avoir une intention, avec cette fois-ci une attention centrée sur l'objet, quoi. Enfin, pas l'objet, mais en tout cas les PAO ou l'adversaire. Et donc là, naturellement, l'objectif il va être différent. Et je peux avoir du plaisir à toucher, en disant, bah là on est sur des dimensions plus psychologiques. Tiens, là, face au Sèvres, ils m'ont montré l'uppercut, etc. Tiens, j'ai réussi à le placer. Et là, j'ai du plaisir. Et en plus, j'ai réussi à le placer sans éclater l'autre, en maîtrise. Il y a une récompense. Il y a une récompense, exactement. Souvent, c'est le bruit de la patte d'ours. C'est ça. Ça claque. Donc, exactement. tu sens tout de suite que, voilà. Des fois, c'est la petite récompense. La récompense de l'entraîneur. Voilà, ça, c'est bien. C'est ça, exactement. Donc, ils vont voir que le coup a été bien donné. Des fois, c'est la sensation, on sent l'impact. C'est ça. Là, ouf. Des fois, il y en a qui sont étonnés, ils frappent et ils regardent leur poing en disant, putain, c'est moi qui ai produit cette frappe, cette puissance. Et oui, effectivement, je pense que le retour, en fait, que tu as, c'est ce qui te récompense de ton effort. J'anticipe les conséquences que ça peut avoir sur moi, en termes de détente, de relâchement, de charge émotionnelle associée au mouvement, etc. Et des conséquences que ça a sur la patte d'ours, tout simplement. Ça claque, ah ouais, là, ça veut dire que je l'ai bien mis. Au contraire, là, j'ai réussi à bien le toucher avec tel coup. Donc là, centré sur le... Et ça, c'est pour ça que vraiment, là, je rebondis. Vous allez dire que je radote comme un vieux con, mais là, on fait vraiment appel à des processus de haut niveau, très clairement. Et on retrouve ça aussi en dehors de la boxe, dans l'effort physique, le fait que, je sais pas, moi je vais faire des burpees. Je sais que c'est un mouvement, par exemple. Au hasard. Au hasard, comme ça. C'est un mouvement qui est assez exigeant sur le plan physique, sur le plan cardiovasculaire. Et en même temps, je vais prendre plaisir à le faire et en faire un maximum, parce que je sais que plus je vais en faire, plus ça va être facile à faire, et plus peut-être ça va apporter une meilleure condition physique, etc. Est-ce que c'est la même chose que le bruit des pattes d'ours? Ouais, là je pense que c'est un peu différent, parce que c'est un peu différent parce que t'as pas une conséquence immédiate, tu vois. Par contre, effectivement, c'est un construit encore un peu différent. Ça pose la question de la motivation. Donc voilà, la psychologie. Et ça j'aime. Alors je fais une petite parenthèse si vous me le permettez. Allez, sur la question de la motivation. Est-ce que c'est possible qu'on arrête avec les mecs qui s'inventent des vies en psychologie sur la motivation? C'est possible? Bon alors, tu vois, si tu fais ça, il n'y a qu'un faucon. C'est horrible. J'ai envie de me défenestrer à chaque fois que j'entends ce genre de choses. Est-ce qu'on peut laisser ça? Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, tu vois. Parce que dans la vie, c'est... Ouais, non, c'est bon. Aujourd'hui, il y a des gens dans des laboratoires qui sont des docteurs en psychologie. J'en connais certains qui travaillent sur la motivation. La motivation, c'est un sujet complexe, qui est vaste. Et donc les yaka faucons, oh my god. Et aujourd'hui, non mais c'est important parce que derrière cette question de la motivation et cette vulgarisation de la motivation, il y a une dimension très culpabilisante. Ouais, quand on veut, on peut, no pain, no gain, etc. Non, no pain, happiness, c'est tout. Tu souffres pas, t'es content. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter avec ça. C'est pas vrai, c'est faux. C'est-à-dire que tu ne connais pas le fonctionnement psychique, tu ne connais pas le fonctionnement cognitif, tu ne comprends pas la dimension émotionnelle. C'est une espèce de vulgarisation qui est culpabilisante, notamment pour les personnes qui disent « mais je comprends pas, no pain, no gain, on m'a dit qu'il fallait faire ça, ou on m'a dit qu'il fallait souffrir ». Oui, mais d'accord, il y a des personnes qui prennent du plaisir dans la souffrance, comme on l'a dit, mais c'est bien plus complexe que ça. Donc derrière le no pain, no gain se cache bien autre chose que la simple souffrance. Des leviers motivationnels auxquels, justement, on n'a pas forcément accès et qui sont étudiés par des chercheurs ou par des psychologues, notamment par des chercheurs dans le cas échéant. Donc ça, c'était une petite parenthèse qui est importante parce que je pense que le développement personnel
peut faire du bien à certains. C'est une bonne clé d'entrée, mais aussi c'est très très culpabilisant. Et moi je le vois, des fois en thérapie, les gens ils me disent ouais j'ai fait ci, ou ouais j'ai regardé telle vidéo, mais je comprends pas, et ça les culpabilise en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas super aidant parce qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Et c'est bien ce que tu penses, parce qu'avec on s'en fout, on s'entraîne, les gens ils ont une première approche où quand ils ne connaissent pas, ils pensent qu'on est sur ce mode-là, où en gros c'est une excellence en termes d'effort, en termes de niveau, et alors que quand tu vas décortiquer le on s'en fout, on s'entraîne, au contraire, c'est on s'en fout en fait. C'est-à-dire que l'important c'est l'action. Et peu importe le degré d'action, tant que tu es en action, tant que tu es en mouvement, nous c'est ce qui compte pour nous. Et on a des élèves de tout niveau, on a un parcours, on a connu aussi tous les niveaux. Et on est parti de 0 pour arriver à 2, parce qu'on n'est pas non plus, comme je dis, hein, si j'étais champion du monde, je ne serais pas coach. Moi, je le dis à tous mes élèves, et je leur dis que nous, c'est pour ça qu'on essaie aussi de décomplexer nos élèves, de se décomplexer nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on n'est pas les meilleurs. Dans nos vidéos, on se met à nu, on fait des vidéos d'entraînement où on montre que nous aussi, on est en échec, on montre que le mouvement est hyper en qualité, parce qu'on s'en fout. On sait qu'on est nul. Mais le fait d'être nul, d'avoir ça en tête, c'est pas le nul culpabilisant de t'y arriveras jamais. C'est de savoir qu'en fait, tu auras toujours une marche au-dessus. C'est-à-dire que tu te verras toujours en deçà de ce que tu es capable de faire, parce que tu es dans un objectif d'évoluer, d'avancer. Et c'est vrai qu'on essaye de casser ce truc de il y a les meilleurs, il y a les moins bons. Non. Si le meilleur, il est meilleur, tant mieux. Mais tu seras toujours dans un entre-deux. Tu auras toujours au-dessus de toi, donc ceux qui vont peut-être te motiver, et ceux qui vont démarrer après. Et le point qui est important, c'est, et moi je l'observe beaucoup en psychologie, les micro-mouvements. En fait, il n'y a jamais de déclic en boxe, comme il n'y a jamais de déclic en psychologie. C'est pas vrai. Il y a sans cesse des micro-mouvements. D'ailleurs, on dit souvent avec l'hypnose, on arrête de fumer, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de travaux qui ont démontré qu'effectivement, l'imagerie mentale ou l'utilisation de l'hypnose, c'est, je sais pas, même pas 30% en fait, pour l'arrêt du tabac. Tout le reste, c'est des processus non conscients, des micro-mouvements, des stratégies que les personnes ont mises en place pour arrêter de fumer. C'est intéressant ça. Ouais. Et donc, avec la boxe, c'est de se dire, ok, en fait, moi j'ai mes objectifs, ce qui est important pour moi. J'essaie d'y chercher du plaisir, etc. Et c'est cool. C'est ça. Et c'est cool en fait, tranquille. Là, je vais pas forcément chercher à être le meilleur, je vais pas forcément chercher à écraser l'autre. À partir du moment où moi j'ai du plaisir, c'est le plus important. Moi, j'ai même envie de dire que la boxe, ça nourrit l'estime. Souvent, on a tendance à confondre la confiance et l'estime. Et tout à l'heure, tu disais, bah voilà, là, moi j'ai commencé la boxe, il y a un nouveau qui arrive et je vais pouvoir le conseiller. Et en faisant ça, donc par l'interaction, par l'échange, tu te rends compte que ah ouais, tiens, je sais faire ça, je sais faire ça. Et l'estime, en fait, c'est l'image que j'ai de moi-même, pour très simplifier le truc. Et donc, regarder derrière soi, c'est vachement important aussi. De se dire, ah ouais, attends, j'ai commencé là, je pouvais pas faire 2 burpees. Et là, maintenant, je peux en faire je sais pas combien. Et d'ailleurs, j'ai appris telle technique, j'ai amélioré mon physique, etc. Et regarder derrière soi, ça, c'est vachement important. Parce que c'est bien d'être projeté sur le futur, avec des objectifs, c'est très très bien. Mais c'est aussi, si on veut prendre du plaisir, être en capacité de se dire, ah ouais, tiens, j'ai fait ça. Moi, des fois, je suis ici, au sein du cabinet Aïssa, je me pose et je regarde comme ça et on me dit, mais tu fais quoi? Je dis, laisse-moi kiffer. Franchement, laisse-moi kiffer. On a souffert pour monter ce truc-là, etc. Ça nourrit l'estime que j'ai de moi-même. Et puis derrière, ça me remet un peu d'essence dans le carburant et ça va être bien évidemment complémentaire à ma confiance pour aller chercher de nouveaux objectifs ou de nouveaux challenges. Tu vois. Et donc cet équilibre, à mon avis, il est important aussi. Tu vois. Là, bah déjà, merci Flo. Bah, écoute, merci à vous, hein, c'était un plaisir de partager ce moment ensemble. Ouais, c'était vraiment cool. Et d'être le premier en plus. Mais ouais. Quel privilège. Grave. Et on espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont suivre derrière. L'idée aussi, là, Flo, c'est de pouvoir peut-être reparler de ton cabinet. Ouais. Bah écoutez, comme le cabinet Aïssa, hein, qui se trouve donc dans le 17e, n'hésitez pas à me contacter. Chérif laissera mes coordonnées. The Motion Therapy, qui est l'approche cognitive et comportementale que je développe avec la boxe, voilà, et si vous voulez plus d'informations aussi sur mes recherches ou autres, moi l'idée c'est que mon travail de recherche en psychologie, cette thèse soit au service du plus grand nombre, parce que j'ai pour volonté justement de démocratiser le savoir scientifique. Pour moi ça c'est un sujet qui me tient à cœur en fait, et j'espère avoir pu un peu le vulgariser avec vous. Et aussi bien évidemment Sensei, hein, la boîte de conseils et de formation pour laquelle je travaille. Voilà, donc voilà, rapide
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En espérant que ce premier format vous a plu. D'autres sont en prévision, préparation. Donc on vous dit à bientôt. Et puis, il n'y a pas de mot de fin. Ah bah non Alors, on se pose. J'ai boxé donc en boxe pied-point, j'ai évolué en savate boxe française, en kickboxing, en full contact, en karaté contact. J'ai eu quelques titres nationaux dans ces différentes disciplines et j'ai fait 47 combats pour 36 victoires et j'ai eu l'immense privilège d'être entraîné par les frères Zankifo et plus particulièrement par Innocent Zankifo. Moi en fait je suis doctorant en psychologie cognitive et donc je fais une thèse et j'étudie la relation qui existe entre le corps et l'esprit. Alors philosophiquement parlant, j'enfonce une porte ouverte. Maintenant scientifiquement parlant, pour aller recueillir des données, c'est un peu plus complexe. Et j'étudie plus particulièrement la manière dont les mouvements de boxe peuvent agir sur la cognition. Donc la cognition, c'est tout simplement votre cerveau, quoi, tout simplement. Et donc, par ce travail de recherche que je fais à Paris 5, en parallèle, donc, je suis spécialisé en thérapie cognitive et comportementale. Et j'ai créé The Motion Therapy, qui est justement cette approche qui utilise les mouvements inspirés de la boxe. Donc en 2 mots, une approche avec une séance avec moi sur The Motion Therapy, il y a une partie clinique où on parle, comme chez n'importe quel psy, on va dire. Une partie où on start. Et à un moment donné, effectivement, on met les gants, mais on met les gants avec un objectif particulier. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir comme clé d'entrée le corps. Chaque exercice repose sur un objectif sur une intention particulière. Ils peuvent permettre d'avoir comme clé d'entrée le corps, en fait, d'avoir une visée thérapeutique. Et sur le 3e tiers, j'utilise l'imagerie mentale. Voilà, donc on permet donc ces 3 espaces dans une séance qui permet tout simplement d'atteindre son objectif et puis tout simplement de répondre à sa demande thérapeutique. Et vraiment, la particularité, c'est comment les mouvements de boxe peuvent avoir une visée thérapeutique, en fait, tout simplement. Le cabinet Aïssa, c'est un cabinet que j'ai monté maintenant il y a quelques mois de cela. Et donc, au sein de ce cabinet thérapeutique, il y a plusieurs professionnels, ostéopathes, naturopathes, soins énergétiques, massages, soins esthétiques. Et on propose des parcours tout simplement d'accompagnement divers et variés aux patients qui le souhaitent. Et en plus, on a une mission sociétale. C'est-à-dire que chaque professionnel ici s'est engagé à prendre un pourcentage de sa patientèle à un tarif préférentiel, donc en cassant ses prix en fait tout simplement, pour notamment les personnes qui sont en infection longue durée. On sait tous que malheureusement quand on est malade, etc., on gagne moins d'argent, voire même des fois on est payé par la sécu. Et l'idée en fait c'est d'avoir un bel espace, comme j'espère Chalouf, tu montreras un petit peu à toutes les personnes qui te suivent ce bel endroit, un endroit vraiment cocooning dans lequel si à un moment donné tu as besoin d'aller te faire masser, tu peux y aller à un prix abordable. Si à un moment donné tu as envie d'aller voir le psy, tu peux y aller, mais en dehors du cadre de l'hôpital, etc. Donc l'idée c'était d'avoir vraiment un espace dans le Triangle d'Or, dans le 17e arrondissement, qui soit beau et accessible et ouvert à tous. Donc on a passé des partenariats avec des associations. Et d'ailleurs, si vous êtes une association et que ça vous intéresse et que vous souhaitez nous envoyer certaines de ces personnes, n'hésitez pas à me contacter parce je suis ouvert à toutes les propositions. Je mettrai l'adresse dans le... exactement, ou même mes coordonnées. Aïssa, donc c'est le diminutif du nom de ma femme, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus là et qui est décédée d'un cancer maintenant il y a quelques années. Et pendant toute sa période de soins, elle me disait tout le temps, Flo, si tu n'étais pas là, j'aurais pas accès à tous ces professionnels moins chers. Et j'avais coordonné justement son accompagnement et j'avais négocié aussi un petit peu les prix. Et elle me disait, si tu n'étais pas là, je ferais comment en fait, tout simplement. Et elle me disait tout le temps, quand j'irai mieux, on créera un espace comme ça ensemble, et dans lequel vraiment on puisse être accueillis. Donc malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Mais moi, allant de mieux en mieux, je me suis dit pourquoi pas reprendre son idée. Donc en toute humilité, c'est la sienne, que j'ai simplement essayé de mettre en place exactement. C'est ça.